Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce Webimax, digitaliser les entreprises en ultra croissance. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vrai que Simax subit une forte croissance en ce moment. Et on a des clients qui sont dans ce cas de figure-là. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des particularités sur la digitalisation des entreprises en ultra-croissance. Et c'est vraiment intéressant de s'y intéresser. Donc, je vous remercie de vous y intéresser aussi. Je vais aujourd'hui juste vous parler de Simax en deux mots, même si je pense que la plupart des gens qui sont ici connaissent. On va voir ensemble les problématiques des entreprises en ultra-croissance. On va voir comment elles peuvent se singulariser par la digitalisation. Quelles sont les étapes à bien suivre pour digitaliser l'innovation? On va voir aussi les problématiques particulières d'entreprises qui ont des processus qui sont ultra changeants. On va voir un volet aussi qui est très, très important, qui est l'accompagnement des ressources humaines. Et puis, bien sûr, on va terminer par le no-code, puisque c'est un peu notre sujet de prédilection ici chez Simax. Donc, juste Simax en deux mots. Donc, Simax est la première et la seule solution qui est 100% no-code en termes de RP CRM sur le marché. Nous sommes des pionniers depuis 2006 de ces technologies. Et donc, nous avons 40 modules qui sont prêts à l'emploi. Donc, ça ressemble à un logiciel de gestion haut de gamme, mais ce n'est pas fait de la même façon. Et c'est ça qui fait toute la différence, puisque derrière, nous avons un moteur de personnalisation no-code hyper puissant qui permet non seulement, comme d'autres solutions souples, de rajouter des champs, mais en plus de gérer des workflows, de contrôler, d'automatiser, de sécuriser, de personnaliser facilement les éditions, de s'interfacer avec tout le reste du système d'information de la planète, de gérer des statistiques et des tableaux de bord, tout ça avec le même outil pour assurer beaucoup de souplesse aux entreprises. Donc, on va beaucoup parler de souplesse, évidemment, aujourd'hui. Et puis aussi, Simax est ultra interfaçable grâce à 280 connecteurs. Voilà, là, revenons sur notre sujet de prédilection pour voir les problématiques des entreprises en ultra-croissance. Alors, ces problématiques, elles sont sur 5 axes. Le premier axe, c'est les besoins de financement. Quand on est en ultra-croissance, on dit que souvent on a le BFR qui explose. Donc, le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. En fait, en gros, l'entreprise fait du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elle prend de plus en plus de commandes. Pour honorer ses commandes, eh bien, elle doit dépenser de l'argent, elle doit peut-être embaucher des collaborateurs, elle doit potentiellement faire des achats et potentiellement elle est payée plus tard qu'elle ne doit payer ses fournisseurs ou en tout cas qu'elle ne doit couvrir les frais liés à l'explosion de ses commandes. Et c'est ça qui augmente le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est-à-dire l'argent dont l'entreprise a besoin au quotidien explose. En parallèle de ça, souvent, il y a des besoins d'investissement en R&D et en commercial et en marketing. Donc là, c'est vraiment le cas typique des startups qui ont besoin d'investir énormément. Et donc, ces besoins en financement, ça a un impact fort sur l'organisation de l'entreprise. Il faut qu'elle fasse très attention à ses dépenses et en parallèle, qu'elle soit en permanence en recherche de fonds, enfin, qu'elle soit en permanence. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut entraîner pour certaines entreprises d'être en permanence en recherche de fonds. Les besoins RH, ils sont liés, c'est-à-dire quand on explose, on a besoin de plus en plus de ressources humaines. Il faut faire grossir rapidement les équipes, il faut accueillir correctement et efficacement les nouveaux, et puis il faut former les équipes sur les changements qui s'opèrent au fur et à mesure puisque l'entreprise évolue très, très vite. Et ça nous amène justement à la troisième problématique, ce sont des processus changeants. Évidemment, on ne gère pas une entreprise de la même façon quand on est 10, quand on est 100 et quand on est 1000. Donc, il faut éviter les loupés des équipes qui sont toutes neuves, qui débarquent. Il faut aussi faire face à des processus qui soient parfois très originaux. Donc, les équipes que nous avons n'ont jamais vu ça dans d'autres sociétés, puisque si on parle d'une start-up qui a une façon de procéder ultra innovante, eh bien, du coup, il faut que les équipes puissent travailler là-dessus. Et en plus, dans l'idée que peut-être dans un mois, on ne fera pas pareil parce que c'est en construction et en perpétuelle évolution. Et puis souvent, sur ce type d'entreprise, bien sûr, il faut aller très vite et il faut garder son avance par rapport à la concurrence qui réagit dès qu'il voit le nouvel entrant faire son ultra-croissance.
Le dernier élément, eh bien, c'est le besoin de pilotage interne et aussi de pilotage pour les investisseurs. Donc, pour couvrir le besoin de financement, il faut trouver des investisseurs. Pour trouver ces investisseurs, il faut leur donner des chiffres. Et une fois qu'on les a trouvés, il faut encore leur donner des chiffres et des éléments de suivi. Donc, ça, c'est très important. Et donc, il faut mettre en place à la fois des indicateurs pour les personnes externes et aussi en interne pour faciliter le pilotage dans le cadre d'une croissance ultra rapide. On va évoquer le sujet de singulariser par la digitalisation. Donc, je ne vais pas revenir sur Uber, qui est un exemple classique, ni Airbnb. Donc, Uber et Airbnb, ils ont complètement révolutionné leur marché en faisant donc de l'ubérisation, c'est-à-dire avec une stratégie qui était digitale. L'ubérisation, ce n'est pas que de la stratégie digitale, c'est aussi l'idée de ne pas posséder. Voilà, Uber ne possède pas de véhicule, Airbnb ne possède pas d'hôtel ni d'appartement. On ne les cite pas toujours, mais dans le même genre qui se sont singularisés par la digitalisation, il y a Netflix. Netflix, il faut savoir qu'à un moment donné, ils ont failli être rachetés par une grosse boîte qui s'appelait Blockbuster Video. Mais Blockbuster Video n'a pas cru à la stratégie digitale de Netflix. Bon, aujourd'hui, Blockbuster, ils ne sont pas là. Mais il y a toujours eu des gens qui ont eu une stratégie différenciatrice et qui ont révolutionné un peu leur marché. Donc, la digitalisation, c'est un nouveau moyen, mais ça n'est pas le seul. On peut avoir des entreprises en ultra-croissance pour des raisons non digitales. IKEA a révolutionné le secteur du meuble en faisant du meuble qui était compact et complètement montable par le client final. Toyota a complètement révolutionné sa façon de produire les voitures pour que ce soit beaucoup plus léger en termes de gestion de production. C'est eux qui ont inventé le lean production pour ceux qui ont fait un peu de GPAO. On y reviendra parce qu'il y a des idées à repiquer à Toyota pour travailler sur la digitalisation des entreprises en ultra-croissance. Et là, je vais vous donner un exemple d'entreprise qui a choisi de se singulariser par la digitalisation. Et je vais vous parler d'un vendeur de croquettes. Et ça va vous parler. Donc, c'est une digitalisation très réussie d'une petite société qui était toute petite au début, juste 2 personnes, société familiale. Le fils reprend la société qui fait et vend des croquettes. Et la problématique, c'est qu'il a un marché très local au départ et dans sa zone s'installe un très grand supermarché et du coup, il voit son chiffre d'affaires péricliter. Et donc, c'est un jeune qui vient de reprendre l'affaire. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir faire face à ce géant qui vend moins cher que moi, qui produit... Et donc, voilà, il se pose la question. Et là, il se dit, je vais me singulariser par la digitalisation. Et il réfléchit à quel service il peut apporter. Et donc, il décide de mettre en place un carnet de santé du chien directement en ligne. Et donc, à partir du moment où il met en place ça, ses clients, il commence avec ses clients historiques, mais après, il va démarcher les zones avec les vétérinaires, etc. Il leur propose, du coup, aux clients de rentrer les informations du carnet de santé de son chien. Du coup, il a toutes les infos. Il connaît la race, il connaît l'âge, il connaît le poids, il sait si le chien il a des petits problèmes digestifs, etc., etc. Et donc, il peut faire des propositions de produits parfaitement adaptés à son chien. Puis en plus, comme c'est des chiens et pas des humains, on n'est pas couvert par le RGPD, donc du coup, c'est facile. Et à partir de là, quand il a toutes ces informations, il peut calculer automatiquement quelle est la quantité de croquettes que ce type de chien va manger par jour. Et il peut déduire à partir de quand il a vendu un sac de 10 kilos, il va falloir racheter un autre sac. Du coup, il peut envoyer automatiquement un SMS pour dire « Madame Dupont, vous n'avez bientôt plus de croquettes pour Médor.
voulez-vous en recommander en un clic? Et il facilite par la digitalisation l'action d'achat. Et bien sûr, Madame Dupont, elle n'a pas envie d'aller au supermarché se trimballer un énorme sac. Elle préfère que ça soit livré directement chez elle. Et donc, en plus des croquettes qui sont parfaitement adaptées au système digestif de son Médor chéri. Donc, il va pouvoir vendre plus cher que le supermarché, avoir une fidélisation de ses clients qui est très intéressante et du coup avoir une croissance qui n'a rien à voir avec ce qu'avait fait son papa, même si son papa avait monté une affaire tout à fait rentable. Donc voilà, donc ça c'est des exemples, c'est un exemple sympa de singularisation par la digitalisation. Et pour montrer que c'est accessible aussi à toute entreprise, même des entreprises qui ne viennent pas juste de se créer. On peut se réinventer autour de ça. Quelles sont les contraintes quand on digitalise l'innovation? Le premier, là, je reprends, désolé, la phrase en anglais, think out of the box. On n'a pas vraiment d'équivalent en français. Peut-être que les Québécois en ont une expression, mais je ne la connais pas. Mais en fait, c'est vraiment le moment de réfléchir à comment on peut sortir du cadre, comment on peut trouver une solution pour faire beaucoup, beaucoup mieux que les concurrents. IKEA, ils ont innové et ils ont réfléchi en dehors de la boîte. Voilà. Le deuxième point, c'est automatiser, automatiser, automatiser. Donc, il y a plusieurs solutions. Par exemple, il y a le marketing automation qui permet d'automatiser les flux entrants de prospects pour alimenter la croissance. Mais il y a aussi en interne, une fois que le prospect est rentré et puis qu'après il devient client, eh bien, il y a la possibilité d'automatiser des éléments dans les processus et notamment d'éviter des tâches rébarbatives et répétitives. Donc, ce qui nous amène sur le point suivant, c'est justement la gestion de l'humain. Donc, la gestion de l'humain, elle est toujours très importante. Elle est encore plus importante en ultra-croissance parce que l'ultra-croissance peut avoir un côté un peu déshumanisant. Donc, c'est important de ne pas oublier l'humain. Il ne faut pas oublier l'humain pour ses clients. Ce n'est pas parce qu'on est digitalisé que nos clients ne doivent pas nous contacter. Au contraire, il faut trouver des espaces dans la façon de fonctionner, dans les processus, pour que les clients puissent avoir du contact d'une façon ou d'une autre. Même si elle est semi-automatisée, il faut qu'ils aient ce rapport important. Et puis également, pour les équipes internes, ce côté humain est hyper important. Donc, il faut travailler les échanges entre les équipes également. On va voir un exemple aussi qui est très intéressant, qui est l'exemple d'Itera Innovation. Donc, Itera Innovation, c'est une société qui est en forte croissance et qui fait de l'accompagnement à la levée de fonds et du conseil associé. Et ils ont analysé le fait que leur valeur, c'était la constitution du dossier avec la startup et le travail de matching pour envoyer le dossier aux bons investisseurs et uniquement aux bons investisseurs. Et leur objectif, c'est de passer non plus 50% du temps sur de l'administratif, mais passer 90% du temps uniquement sur la valeur ajoutée qui est le conseil. Donc, leur digitalisation va leur permettre d'avoir une espèce de CRM++, pour justement travailler un dossier hyper complet où on connaît très, très bien la startup, un dossier hyper complet où on connaît très, très bien l'investisseur, on connaît ses attentes, on connaît avec qui il travaille, on connaît sur quel montant il peut investir, etc. Et du coup, travailler cet effet matching qui fait que tout le monde gagne du temps, les investisseurs gagnent du temps, les startups gagnent du temps et ça apporte énormément de valeur à Itera Innovation qui donc peut continuer sa croissance. Voilà, il faut identifier les éléments à haute valeur ajoutée dans l'activité. Et le dernier élément qui est important, c'est le fait de procéder par étapes. Une erreur qui arrive parfois dans les entreprises qui sont en ultra-croissance, c'est qu'elles anticipent un peu trop. Dans le sens où elles disent, bon, là, aujourd'hui, on est 50, mais on va être, dans 3 ans, on sera 5000. Donc, du coup, prenons dès aujourd'hui un logiciel qui est adapté à une boîte de 5000 personnes. Bon, ça, en général, ça ne se passe pas bien du tout. Ce qu'il faut, c'est
avoir les processus qui correspondent à la boîte qu'on a aujourd'hui ou qu'on va avoir dans les 6 prochains mois. Parce que sinon, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup trop compliquées, beaucoup trop complexes, et on va perdre du temps et on va freiner la croissance au lieu de l'accélérer. Donc, c'est très important de se dire, eh bien, l'étape numéro 1, c'est d'avoir des processus qui fonctionnent de cette façon-là parce qu'on est 50 et qu'à la fin de l'année, on sera 100. L'année prochaine, on fera comme ça. L'année d'après, on fera comme ça. Et il faut définir du coup des jalons sur la digitalisation. Et donc là, nous allons évoquer justement le fait que les processus changent. Et on va voir ensemble un exemple très intéressant qui est la société éco-végétale, donc une société en forte croissance et qui a en plus une activité très originale. Donc eux, ils sont vraiment dans l'innovation. Donc je pense que c'est un exemple représentatif. Je vous propose de regarder une petite vidéo ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir une entreprise qui est à la pointe de l'écologie, de la technologie et du social. Venez avec moi. Bâtiment en paille, toiture végétalisée, parking perméable. Nous sommes ici chez Eco-Végétal, le leader des toitures végétalisées et des parkings perméables, à 1 heure de Paris sur le site principal. Les toitures végétalisées, il y a de nombreux avantages. On va protéger le bâtiment d'un point de vue thermique en été quand il fait chaud, d'autant plus quand on irrigue, ça sera une vraie protection thermique du bâtiment. Et puis, ce sont des surfaces à biodiversité idéale. Les parkings perméables apportent l'infiltration, donc on lutte contre les inondations, on retient l'eau à la source et on réalimente les nappes phréatiques. Et la vertu, c'est de lutter contre l'îlot de chaleur par évaporation ou évapotranspiration quand les parkings sont végétalisés. Pour sa digitalisation, Eco-Végétal a choisi Simax. Pourquoi avoir choisi Simax? Simax, c'est l'outil le plus souple. Nous avions un logiciel avant qui était rigide, qui nous empêchait de faire évoluer notre métier, avec des coûts élevés. Et là, Simax nous apporte beaucoup de souplesse et beaucoup de frugalité. On a un métier nouveau où on a besoin sans cesse de faire évoluer notre ERP. Et Simax nous permet de créer tous les dispositifs au fur et à mesure sans qu'on ait besoin de coder. Je suis directeur de la rentabilité. L'un de mes objectifs, c'est d'améliorer la rentabilité en choisissant notamment des outils de gestion tels que Simax qui nous permettent d'améliorer notre rentabilité et de nous adapter à nos spécificités d'entreprise. Les connaissances en code ne sont pas du tout nécessaires sur cet outil-là. Il faut connaître nos processus internes et ça suffit largement à pouvoir adapter cet outil à notre fonctionnement et à notre activité. Les valeurs d'Eco-Végétal sont très fortes. L'écologie, l'humain et la performance. Et quand on s'est rencontré avec Simax, on s'est rendu compte que nos valeurs étaient communes et naturellement, ça a profondément orienté notre choix. Eco-Végétal a aussi une crèche d'entreprise et une vision très humaine de son management. Bref, un exemple à suivre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? En fait, Eco-Végétal, c'est le leader des toitures végétalisées et des parkings perméables. Donc, vous avez vu quelques images. Donc, ils ont une activité très innovante en termes d'écologie, puisque la végétalisation des toitures, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a vraiment beaucoup de R&D derrière. La végétalisation des toits, il y a des vertus à la fois écologiques, mais aussi de confort thermique, surtout en été. Et puis, ça protège aussi les étanchéités. Les parkings végétalisés, ça évite les
effet îlot de chaleur, ça permet de réalimenter les nappes phréatiques. Donc, il y a des zones où ça commence à devenir obligatoire de végétaliser les toits et de végétaliser les parkings pour toutes les raisons que je viens de dire. Donc, le fait qu'il y ait cette vague écologique et puis que Éco-Végétal est un produit qui soit aussi adapté à un besoin très important en cette période de canicule qui ne va pas s'arranger, eh bien, fait que Éco-Végétal est en ultra-croissance. Donc, ce qu'expliquait Pierre Georgel, c'est qu'ils sont sur un métier qui est nouveau, pour lesquels ils doivent inventer leur processus au fur et à mesure, et que leur ancien logiciel, il était trop rigide et il ne leur permettait pas de faire évoluer leur processus. Et c'est pour ça qu'ils sont passés sur Simax, parce qu'ils arrivent à mettre en place les choses au fur et à mesure, de suivre leur croissance et qu'ils peuvent le faire sans coder. La deuxième personne que vous avez vue en plus de Pierre Georgel, c'est Grégory Bellancourt. Ce qui est très intéressant dans leur façon de digitaliser, c'est qu'ils ont mis une personne en interne dont la fonction, c'est d'être directeur de la rentabilité. Donc, le directeur de la rentabilité pilote aussi le système d'information. Donc, c'est une ressource dédiée, mais il ne fait pas que piloter le système d'information, ne fait pas que faire des évolutions dans le système d'information. Il s'occupe de la rentabilité, du contrôle de gestion et de tous ces éléments-là. Donc, piloter le SI n'est qu'une de ses fonctions, mais c'est une fonction. Donc, il y a une personne qui est en charge de ça. Et moi, c'est quelque chose que je recommande, c'est quand les processus changent régulièrement, c'est d'avoir un pilote qui sait où est-ce qu'on en est en termes de processus, qu'est-ce qu'on veut avoir comme processus l'année prochaine par rapport à notre croissance, et du coup, comment on va aller de là où on est aujourd'hui jusqu'à là où on veut aller demain. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va parler de prévision avec les équipes. Donc, on va parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, ce qui est important, c'est que l'entreprise qui est en ultra-croissance, eh ben, elle a la possibilité de réduire ses besoins RH grâce à l'automatisation. On le sait, surtout en ce moment, c'est difficile de recruter. Donc, il faut pouvoir automatiser pour que ces besoins RH soient mieux gérés. Il faut faire mieux avec les équipes déjà en place. Et pour cela, en fait, la seule façon de faire, c'est de découper les tâches pour bien les répartir entre les ressources. Alors, je vais vous citer un exemple tout à l'heure. Il faut établir un prévisionnel des emplois et des compétences. Donc, normalement, toute société en ultra-croissance doit le faire. Et pour ça, eh bien, il va falloir procéder de la façon dont indiquée dans le schéma de gauche, c'est-à-dire que l'entreprise réfléchit à son marché, à sa stratégie. Elle va faire des prévisions d'activité et elle va définir en fait des grandes phases de son activité. Par exemple, il y a le lancement du produit qui aura telle et telle caractéristique, puis après, on va ouvrir tel marché, puis après, on va se faire ceci. Donc, on définit les grandes phases et pour chacune de ces phases, on va définir, en plus vous avez compris, de comment vont fonctionner les processus, on va définir les besoins RH. Et ces besoins RH, eh bien, il va falloir y répondre par le personnel. Donc, pour ça, il faut partir du bilan des effectifs actuels, réfléchir en termes d'organisation et de compétences. Il y a plusieurs façons de procéder. Soit on recrute, soit on monte en compétences du personnel qu'on a déjà. Donc, pour ça, eh bien, on peut établir, si possible, je vous recommande de le faire dans votre module de gestion des ressources humaines, le plan de formation et le plan de recrutement. Et vous pouvez faire également un plan de mobilité. Vous vous dites, tiens, on va ouvrir une succursale au Japon. Eh bien, ça serait mieux d'envoyer quelqu'un qui connaît déjà notre produit, notre entreprise là-bas. On peut faire un recrutement, mais on peut très bien dire envoyer quelqu'un de l'entreprise et donc réfléchir qui va avoir envie ou qui sera en capacité de partir là-bas. Et à partir de ça, on en déduit ce qu'il va falloir faire en termes d'évolution, de processus, d'objectifs et d'indicateurs pour suivre les éléments liés au personnel.
Et donc, pour réaliser tout ça, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut faire évoluer régulièrement. L'organigramme, bien sûr, savoir où on est, quel est l'organigramme cible de chaque étape, comment on sera organisé, qui sera le N+1 de qui. Organiser des entretiens RH. Alors, exprès, je n'ai pas mis entretien annuel. Parce que quand on est en ultra croissance, on ne peut pas se contenter d'entretiens une fois par an sur certaines ressources. On est obligé de faire des points des fois tous les trimestres, voire même plus, et de faire un point avec eux sur les changements de poste. C'est-à-dire que la personne, elle a changé de poste, du coup, comment ça se passe et est-ce que tout va bien et est-ce qu'il ne faut pas faire un retour arrière pour éviter l'effet de loi de Murphy. Voilà. Donc, bien sûr, associé à l'organigramme, il faut des fiches de poste qui détaillent bien quelles sont les tâches, quelles sont les responsabilités de chacun. Et il faut faire des points réguliers aussi sur les recrutements. Donc, après un recrutement, vérifier que tout se passe bien et que la personne correspond bien. Voilà, donc tous ces outils, ces entretiens RH avec des points sur les changements de poste, sur les points de recrutement, c'est très important qu'ils soient gérés dans le système d'information, dans le SIRH et qu'on ait de la traçabilité sur tous ces éléments-là pour pouvoir piloter. Parce que si on ne le fait pas quand on est 50, on pourra encore moins le faire quand on est 5000. Donc, commençons déjà à prendre des bonnes habitudes dès le départ. Un élément qui est très important maintenant, c'est de faciliter le télétravail. Alors, parce que les salariés, ils ont pris goût pour bon nombre d'entre eux, donc ils veulent le faire. Donc, ça donne un confort en termes d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc, il faut réfléchir à la digitalisation pour faciliter le télétravail. Comment le salarié va avoir accès aux différentes informations quand il est chez lui. Voilà. L'autre élément aussi qui est super intéressant quand on est en ultra-croissance ou non, c'est de pouvoir capter des talents qui sont partout dans le monde. Voilà, donc au lieu de juste d'avoir des gens qui sont sur le site, eh ben, on va pouvoir les avoir de partout dans le monde. Et ça, évidemment, quand on est dans une phase d'internationalisation, c'est essentiel. Et je vais vous parler d'un exemple qui est très intéressant, qui est l'exemple des attachés de recherche clinique. Donc, c'est un dossier que nous avons traité il y a quelques années. Il faut savoir, donc c'était une entreprise qui faisait des études cliniques et leur problématique, c'était qu'ils étaient en ultra croissance, mais ils n'avaient pas assez d'attachés de recherche clinique et ils n'arrivaient pas à trouver des attachés de recherche clinique en nombre suffisant et donc ça freinait complètement leur croissance parce que les attachés de recherche clinique, ce sont des ressources rares. Et donc, la façon de procéder, eh bien, c'est qu'on a travaillé sur le fait de réduire les besoins RH en attachés de recherche clinique parce qu'on ne pouvait pas les faire apparaître par magie. Et on a donc fait une analyse avec eux de où passait le temps des attachés de recherche clinique. Et on a déterminé que plus de 60% du temps d'un ARC était consacré à autre chose que de la recherche clinique. Et ça, c'est dommage. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils passaient plein de temps à gérer de l'administratif, à organiser leurs déplacements sur un site ou sur un autre. Donc, je prends mon billet d'avion, je prends mon train, je prends mon hôtel, etc. etc. Et donc, du coup, en découpant toutes les tâches, eh bien, nous avons mis en place un relais sur des assistants d'ARC qui avaient juste des fonctions administratives et qui ont pris le relais sur toutes les tâches à faible valeur ajoutée, mais néanmoins totalement essentielles. Et on a mis en place des outils digitaux pour automatiser la passation. Donc, l'attaché de recherche clinique, il n'avait plus qu'à dire « je dois me rendre à tel endroit tel jour ». Et derrière, l'assistant administratif prenait en charge toute la mise en œuvre. L'attaché de recherche clinique n'avait plus qu'à recevoir son petit document qui était doublé par un SMS pour lui dire « voilà où est-ce que tu es, tu prends le train tel jour à telle heure,
c'est tel numéro de train, l'hôtel c'est celui-là, pour y aller, il faut prendre un taxi, le numéro du taxi, etc. Tout était préparé et donc pour faciliter le travail. Et il y avait également d'autres tâches administratives qui étaient découpées. Donc ça, c'est un levier qu'il faut avoir en tête quand on est sur l'ultra-croissance. Je sais que par exemple, dans les startups en ce moment, il y a des besoins en développeurs et les développeurs sont de plus en plus rares. Si vous avez des ressources comme ça qui sont à haute valeur ajoutée et puis que vous ne trouvez pas assez de ressources, posez-vous la question de à quoi passe le temps et est-ce qu'on ne peut pas faire certaines des tâches par d'autres personnes. Également sur les RH, il y a tout ce qui est gestion de l'accompagnement RH au niveau opérationnel. Une des erreurs classiques consiste à avoir des tableaux de bord uniquement pour la direction. Et moi, je recommande souvent de mettre en place des indicateurs et des objectifs que chaque personne peut suivre elle-même. Ça permet à chaque personne de se poser la question, est-ce que je suis en train de bien aller dans le sens qu'on attend de moi? Ça permet de s'auto-évaluer et ça permet tout le monde de marcher dans la même direction. Également, le fait de mettre en place des outils digitaux, ça permet aussi de concrétiser les passations de relais entre les équipes et les services. Par exemple, dans le domaine du spatial, on a un client où en fait, quand ils font le passage depuis le service commercial jusqu'au bureau d'études, tous les éléments ont été digitalisés pour que le bureau d'études ait juste la liste des dossiers qu'il doit traiter. Et puis, quand ça a été traité, ça revient naturellement au service commercial. Donc, tout ce relais est digital. Ça évite les oublis et ça permet une qualité de l'information qui est transmise entre les équipes. Mettre en place des alertes. Bon, là, typiquement, souvent, c'est le pendant de ça, c'est que quand on veut assurer le passage de relais entre les équipes, on va à la fois mettre en place un circuit d'information digitale qui va être qualitatif avec les bonnes infos aux bonnes personnes au bon moment, mais en plus, on met en place plusieurs alertes du type « on vous a transmis ce dossier ». Il y a plus de X jours, il n'a toujours pas été traité. Du coup, ça permet à la personne de dire « Oups, c'est vrai, c'était à moi de jouer ». Et donc, ça laisse la chance à cette personne de le traiter. Également, souvent, c'est intéressant de mettre en place une graduation du type, là, on t'a déjà alerté une fois, si encore X jours après, ce n'est pas traité, là, peut-être qu'il va falloir alerter aussi le N+1 et peut-être les services impactés pour leur dire, attention, ce dossier que vous avez transmis, mais il n'a toujours pas été traité. Donc, moi, ce que je recommande, c'est ça. Première étape, on alerte la personne qui devait traiter pour lui dire, attention, tu n'as pas traité en temps et en heure. Comme ça lui permet de le traiter à son niveau et d'éviter les bourdes. Après, si ça n'a toujours pas été traité, il faut faire la graduation et alerter d'autres personnes. L'autre élément, c'est l'amélioration continue. Donc, évidemment, comme j'ai dit, les processus changent. Et donc, comme les processus changent, des fois, il y a un peu cet effet de l'entreprise qui grossit et où il y a un certain nombre de personnes qui moulinent des bras et qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc, du coup, il faut être vigilant sur ces éléments-là et en permanence, il faut chercher à éliminer ce qu'on appelle les gaspilles. Et c'est là que je vais reparler de Toyota. Un élément qui a été critique dans le succès de Toyota, c'est Taishi Ono qui allait faire une visite aux États-Unis et il a vu comment les Américains produisaient des voitures. Il a dit non, nous, on n'a pas les moyens de faire ça. On n'a pas les moyens de faire ça. On n'a pas les moyens d'avoir des gens qui courent partout. On n'a pas les moyens d'avoir tant de stock. On n'a pas les moyens de faire et de refaire parce qu'on s'est trompé. Donc, comme on n'a pas les moyens de faire tout ça, on va faire autrement. Donc, on va travailler en zéro stock. On va demander à nos fournisseurs de nous livrer juste à temps. On va travailler, on va éliminer les gaspilles. Typiquement, si jamais je dois refaire une pièce que j'ai déjà faite, on va les éliminer. Donc, pour ça, ils ont mis en place des détrompeurs pour éviter que les personnes se trompent dans les montages. Donc, les détrompeurs en japonais, c'est des pokayoke. Donc, ils nous ont mis ça en place. Et puis, du coup, ils ont regardé en fait dans l'ensemble des tâches de l'entreprise, qu'est-ce qui avait une valeur ajoutée
pour le client et qu'est-ce qui n'avait pas de valeur ajoutée pour le client. Et par exemple, ils ont dit, tiens, quand on transporte le véhicule pour aller du lieu de fabrication jusqu'au lieu où on va le vendre, eh bien, en fait, ça n'apporte pas de valeur au client. C'est nécessaire parce qu'il faut quand même l'acheminer, mais ça n'apporte pas de valeur au client. Et donc, Toyota a inventé les bateaux-usines. C'est-à-dire que la dernière étape entre le moment où le véhicule sort de l'usine et le moment où il est acheminé à l'endroit où il est vendu, eh ben, il va subir dans le navire la dernière phase de personnalisation. C'est là où on va mettre les jantes alu et les choses comme ça. Et du coup, ce temps de trajet est aussi un temps de production et donc ce n'est pas un gaspille. Donc, dans les entreprises, en permanence, il y a des gaspilles, il y a des gens qui font des tâches qu'ils ne devraient pas faire, des tâches qui pourraient être automatisées. Il faut garder pour les humains uniquement les tâches de supervision, les tâches à haute valeur ajoutée, les tâches où il y a de la décision et de la réflexion. Je vais vous citer un autre exemple à part Toyota sur un dossier que j'ai créé, que j'ai géré chez un vendeur de copieurs. Donc, c'était il y a longtemps, au début de l'aventure CIMAX. Donc, dans cette entreprise, ils vendaient des copieurs et ça faisait l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Et quand j'ai fait l'audit, je descends au sous-sol. C'était vraiment au sous-sol, à côté de l'entrepôt. Il y avait un petit bureau dans un coin. Et là, il y avait une femme qui avait un travail très ingrat parce que toute la journée, elle attendait près du téléphone qu'un client appelle pour lui demander des cartouches d'encre. Donc, elle ne faisait pas un chiffre d'affaires dingue pour l'entreprise, mais il disait, c'était comme on vend des copieurs, il faut aussi qu'on puisse vendre des consommables. Donc, quand un client appelait, elle allait regarder chez l'un des deux fournisseurs qui pouvait fournir des cartouches d'encre. Elle regardait lequel était le moins cher pour le modèle que voulait le client. Elle se faisait un petit fichier Excel où elle notait tout ça. Après, elle refaisait un fichier Excel pour envoyer le devis à ce client. Le client le lui envoyait par fax à l'époque signé. Une fois qu'il avait signé, en fait, elle agrafait son fichier Excel qu'elle imprimait plus le devis signé et elle montait d'un étage au service de l'administration des ventes pour leur dire voilà la commande d'encre qu'il faut envoyer. Donc, elle leur montait ça. Du coup, c'était ressaisi dans le logiciel d'achat et dans le logiciel de gestion commerciale. Donc, voilà, un gros gaspille de ressaisie. Et ensuite, derrière, l'encre était, enfin, la cartouche était quand même livrée directement au client. Et donc, bien évidemment, quand on a mis en place le système d'information, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé complètement cette activité-là et on a mis juste une page sur le site internet où le client y met son numéro de son modèle de cartouche qu'il veut et ça passe directement la commande au fournisseur qui livre le client. Et donc, cette personne, elle a pu être réaffectée à une tâche de gestion de la relation client qui était à haute valeur ajoutée. Donc, son poste est devenu enfin intéressant. Elle est sortie du sous-sol qui a pu être utilisé pour une zone de stockage. Derrière, le coût de cette activité est devenu quasi nul. Donc, voilà, ils ont pu vraiment profiter. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'élimination de gaspille très important. Et du coup, on va parler du no-code. Pourquoi le no-code, c'est une solution à connaître? Eh bien, assez récemment, il y a Gartner qui a dit que d'ici 2025, 70% des nouvelles applications développées pour les entreprises utiliseront soit du low-code, soit du no-code. Donc, en 70%, c'est énorme. Et donc, on va voir pourquoi. Donc, déjà, qu'est-ce que le no-code? En fait, tous autour de la table, vous avez déjà fait du no-code sans le savoir. Si vous avez utilisé Excel, vous avez vu que ça permet de stocker de la donnée structurée, ça permet de faire des calculs, de faire des graphiques, de faire des tableaux croisés dynamiques. Et pour faire tout ça, eh bien, vous n'avez pas besoin de savoir programmer. Et le no-code, c'est la même idée, en fait. Voilà. Et donc, CIMAX, c'est la première et la seule solution qui est 100% no-code dans le domaine de l'ERP CRM. On est pionnier depuis 2006, donc on connaît très bien le sujet.
Pour nous, la migration vers le no-code du secteur digital, eh bien, ça représente la même révolution que quand on est passé de la photo argentique à la photo numérique. Avant, on avait des développements lents, des technologies complexes. Il n'y avait pas d'assistance de l'utilisateur. Alors, moi, je n'ai jamais réussi à faire une photo correcte en argentique. Et à l'arrivée, quand on est passé au numérique, eh bien, on était sur des techniques simples, avec des résultats immédiats et surtout un résultat qui était facilement modifiable. Donc, à l'arrivée, on a quand même une photo, mais ça n'est pas fait de la même façon et c'est ça qui change tout. Les avantages principaux du no-code, c'est plus de souplesse. Donc, quand on est sur l'ultra-croissance, c'est essentiel. On est enfin compatible avec des besoins de réactivité et de gains réguliers de performance. C'est beaucoup plus rapide. Nous, sur les benchmarks qu'on a fait, en un jour de no-code, on fait l'équivalent de 20 jours de programmation avec un développeur. Donc, ça veut dire souvent que l'entreprise, elle va avoir beaucoup, beaucoup plus de retour sur investissement pour un même budget. Et puis, c'est pour tous. Voilà, comme c'est aussi simple qu'Excel, avec 10 jours de formation, on devient expert no-code. Et donc, ça permet de l'autonomie, ça permet de répondre aussi à la pénurie mondiale de programmeurs. Ce que ça fait aussi, moi, je vois ça chez nos partenaires. Nos partenaires CIMAX, ils mobilisent beaucoup plus des gens de métier, donc qui sont des experts métiers qui peuvent accompagner l'entreprise sur l'amélioration de ses processus de gestion, beaucoup moins que des développeurs, des programmeurs. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes interactions. C'est des interactions qui sont beaucoup plus riches, qui permettent un meilleur accompagnement de l'ultra-croissance. Donc, comme on sait que ça marche, parce qu'il y a encore des gens qui sont un peu sceptiques sur le no-code. Donc oui, ça marche. On a déjà réalisé en 15 ans plus de 580 projets sans programmation pour des toutes petites entreprises, pour des moyennes entreprises ou pour des très, très gros. Et ça, grâce au no-code et avec souvent des spécificités extrêmement fortes, parce qu'en no-code, on arrive à faire des choses simplement, mais très puissantes. Ouais, bon, c'est nos clients qui en parlent le mieux. C'est l'outil dont ils rêvent tous depuis les années 90. C'est ce qu'a dit France Coué de BPI France. Ce que ça leur a apporté, surtout, c'est que selon l'audit qu'ils ont fait du projet, ils ont une satisfaction utilisateur qui est à 100%. Donc, je pense qu'on peut convenir ensemble que c'est très bien. Pour d'autres entreprises, eh bien, c'est la possibilité de reprendre la main sur leur informatique et que ça ne leur coûte pas un bras chaque fois qu'ils veulent changer une virgule, du ROI pour du montant investi. Vraiment une relation win-win entre l'intégrateur et le client final. Et puis, pour certaines entreprises comme le groupe Schenver, eux, ils sont leaders de leur secteur, mais ils continuent à croître fortement. Et donc, ça leur permet d'être réactifs à la fois à un marché qui bouge beaucoup et à des évolutions réglementaires que notre gouvernement français n'oublie pas de faire à très haute intensité. Voilà. Et donc, du coup, pour nous, le no-code, c'est la technologie de demain parce que tout va plus vite, même pour les entreprises qui ne sont pas en ultra-croissance. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous dire à très bientôt pour un prochain Webimax.